Je sais pas si c'est mon premier souvenir parce que je suis pas certaine d'avoir la bonne chronologie en tête. Mais je crois que le moment auquel je repense systématiquement quand je remonte le temps pour penser à ma relation avec la musique, je me vois dans le salon de mes parents avec des feuilles imprimées avec des paroles de chansons françaises. Et je crois que je les lisais à voix haute ou je sais pas ce que je faisais, mais j'avais fait cette démarche de demander à imprimer les paroles de chansons. Et je crois que ça définit tout le reste de ma relation à la musique. Et donc systématiquement, je repense à ça. Est-ce que tu les imprimes toujours ? C'est une bonne question. Alors, j'ai tendance à utiliser l'imprimante de l'Éducation nationale pour toutes les choses que j'ai envie de lire sur papier. Mais j'ai quand même la chance d'avoir une bibliothèque avec pas mal d'ouvrages qui sont liés à la musique. Je crois que c'était chez Segers ou je sais plus quelle maison d'édition qui faisait vraiment des petits bouquins carrés par chanteur ou tu vois cette Je viens ces d'avoir un bouquins-là. souvenir dans la Ouais. maison de mon arrière-grand-mère. Ouais, Bah, je vois. j'en ai plein. Et bon, c'est que des hommes blancs. Mais bon, voilà, en tout cas, je trouve toujours un moyen de les avoir. Et puis maintenant, on a la chance sur les plateformes de streaming d'avoir l'option des paroles qui s'affichent. Et j'avais complètement zappé ça pendant toutes les dernières années. Et en ce moment, j'y reviens vachement comme une petite fangirl dans le métro. Je lis mes paroles en même temps que j'écoute les morceaux, quoi. Pour cette avant-dernière de la saison, je suis allé rencontrer Lola Levent. Elle est poète, manageuse, directrice artistique et créative, mais aussi chercheuse sur les liens entre art contemporain et rap. Je l'ai découvert sur Insta, notamment car c'est une personnalité importante de la lutte contre les VSS dans l'industrie de la musique, mais aussi grâce à son projet multimédia autour de la figure d'Antigone. Elle a travaillé avec des artistes plasticiennes et comédiennes autour d'installations, où sa poésie se mêle au tout pour prendre sa place. Quoi de mieux pour parler du rapport au texte, de l'écriture dans le tout ? Nous aurons l'occasion d'aborder sa pratique de la poésie, sa traversée de l'industrie, son rapport à la culture visuelle et au rap. Merci à elle pour sa gentillesse, sa bienveillance et cette super discussion. Materials, épisode 9, Lola Levent. Ok, mais du coup ça a conditionné quand même un petit peu ton rapport à la symbolique et même à la signification des morceaux quand même. Ouais, à fond. En fait, je pense que c'est aussi un travail de ma mère parce qu'elle m'a toujours invitée à essayer de comprendre ce que j'écoutais, y compris quand j'écoutais de la musique anglo-saxonne. Et je te raconte une histoire, mais quand j'étais, alors je ne sais pas exactement si c'est CP ou CE1, il y a eu la première année de la Star Academy. Et moi, j'avais pas le droit de regarder. Enfin, mes parents, ils regardaient pas ça à la télé. Et sauf que moi, quand j'allais à l'école, tous les jours, tout le monde parlait de ça. Donc j'étais jalouse et envieuse. Et je tannais ma mère. Et ma mère a fini par me dire « Ok, on va regarder la prochaine saison. » Je sais pas quel était le timing. Néanmoins, tu vas voir que ce sont des reprises de chansons et je veux que tu connaisses toutes les originales. Donc cette démarche-là de faire d'aller au bout de la compréhension d'une chanson, ou en tout cas d'en comprendre les potentielles multiples dimensions, ça fait partie de ma vie depuis mes 5-6 ans, quoi, en réalité. Donc il y a presque une forme d'habitude aussi de déplier ce qu'il y a dans le fond, on va dire. Mais est-ce que tu as l'impression que cette habitude-là, elle t'a amené à... Est-ce que du coup ça t'a poussé à aller chercher des choses ? Est-ce que l'enfant que tu étais a compris les paroles qu'elle lisait ? Qu'est-ce que ça a changé aussi dans ton regard sur le monde ? Oui, je pense qu'une fois que tout a été mis bout à bout, ça a pris forme. Donc ma mère, comme on l'a compris, qui est une véritable mélomane, m'avait expliqué ce que c'était qu'un sample, parce que c'était aussi, c'était un peu la même mécanique, quoi. À chaque fois que j'écoutais de la musique, elle me disait mais ça je connais, et moi j'étais en mode bah non tu connais pas parce que c'est un nouveau morceau. Elle était en mode bah si je connais en fait. Et donc après elle me faisait écouter les originales. Enfin bon, ça a toujours fait partie de mon éducation musicale, et de facto je pense qu'en effet j'avais en tout cas à cet endroit-là de la musique un intérêt pour la construction d'un morceau, la fabrique. J'en ai fait l'expérience ensuite au lycée parce que j'ai accompagné un groupe de rock à partir de la première.
Mais je dois dire quand même par rapport à ta question que moi je me suis longtemps confortée dans une certaine naïveté. Donc par exemple le cinéma, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et j'ai mis beaucoup de temps à avoir la curiosité de déplier. Je me souviens que mon frère, qui est plus âgé que moi, il me faisait des remarques quand je regardais des clips ou des films en me disant « Ah, mais là, c'est une doublure. Ah, mais là, la voix, elle est pas bien calée sur l'image. » Tu vois, c'est un peu le coup de quand t'as ton grand frère qui t'apprend que le Père Noël n'existe pas. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie puisque j'avais des frères plus grands que moi. Et donc, je pense que j'ai aussi été dans cette dynamique de lutter pour garder mon pliage plié. Tu vois, j'ai été coincée dans cet interstice. Et puis après, avec les études, là, je pense que je suis devenue une déplieuse. Mais c'est plus tardif, tu vois. Ça faisait pas partie de moi avant, je pense. Mais en même temps, ça fait assez sens avec une pratique poétique, par exemple. Excuse-moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est parce que tu écris à côté, tu as une vraie pratique de la poésie, que ce soit sur ton compte Instagram ou tu écris des poèmes, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que ça a comme fonction maintenant ? Comment est-ce que ça a évolué et du coup, c'est quoi maintenant la fonction de la poésie pour toi ? Quel rôle ça remplit dans ta vie ? Je pense que c'est vraiment un autre endroit. Parce que pour moi, quand j'ouvre une page sur mon ordinateur, quand j'ouvre une page blanche, c'est vraiment un territoire vierge et un espace à construire. Donc là, je me soucie plus de comment je vais pouvoir rembourser ma vie. Alors ça veut dire quoi pour moi ? Ça veut dire que quand j'écris, j'essaye de recréer un équilibre avec ma vie ou avec le monde. J'essaie de compenser le monde avec la page que je vais écrire, quoi. Donc c'est toujours une réponse et de facto c'est moins analytique que tout ce qu'on vient de se dire. Donc je crois que c'est ça, c'est plus une fonction de rééquilibrage et ça me permet de marcher droit, quoi. Donc c'est presque un monde autonome. Il y a un truc où ce qui vient peser dans la balance de la réalité. Ouais, c'est vraiment, je me vois vraiment aussi comme... en tout cas, je trouve que sur la page blanche, tu peux vraiment choisir où est-ce que tu mets les murs. Et en fait, j'y trouve un pouvoir de décision qui est assez émancipateur par rapport au quotidien. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu parles quand même vachement... Enfin, tu m'as laissé accès à quelques-uns de tes poèmes. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi des traits saillants sur les thématiques que tu cherches, que ce soit sur la vérité. Tu parles beaucoup de dire la vérité, de mentir. Mais du coup, c'est assez drôle par rapport à ce que tu dis sur le rééquilibrage. C'est-à-dire que comme c'est un monde autonome du monde réel, à quel point il se rapproche de la vérité ? Parce qu'en fait, du coup, t'as quand même ce truc où, en même temps, c'est ce que tu vas produire à partir de ta vie, mais en même temps, c'est ce qui est censé le contrebalancer. Je pense que ça se définit à un endroit où le monde est vraiment gangréné par des masques. Le monde est filtré par nos regards, nos expériences, et puis en l'occurrence dans ces textes-là par la domination masculine. Et donc moi, j'essaye de faire une démonstration de ce qu'est un monde perçu ou décrit avec transparence. Ça, c'était mon objectif pendant vraiment un long moment, en tout cas entre 2017, le moment où je commence à prendre la poésie sérieusement, et le début d'Antigone, où je commence à écrire ce manuscrit, donc en 2021. J'étais vraiment à la poursuite d'une certaine transparence et même d'une certaine exhaustivité. Ce qui faisait d'ailleurs que je pense que c'était peut-être pas forcément mes meilleurs textes, parce que je voulais vraiment tout dire, ce qui est d'ailleurs c'est une formule de Paul Éluard, et j'étais très intéressée par un concept de Foucault ou repris par Foucault qui s'appelle la parésia, donc la parole franche. Et en effet, dans la mesure où j'ai beaucoup écrit sur les violences commises par les hommes, c'était toujours derrière ma tête cette idée de proposer une autre vérité, un autre regard. Je pense que c'est là, à cet endroit-là, je m'inscris dans un héritage, un long héritage d'écriture féministe. Mais c'est un dispositif c'est un dispositif narratif un peu particulier, parce qu'il y a quand même
paradoxalement, tu dis que c'était descriptif. Et c'est marrant que tu cites Foucault. Il parle aussi beaucoup de la dynamique de l'aveu. Tu sais, comme étant un moment de vérité, comme étant le moment qui va genre restituer la vérité. À quel point ce moment de faiblesse, toi, tu vas le retranscrire dans ta poésie. Parce qu'en fait, c'est à la fois un moment de faiblesse, mais tu as quand même la volonté d'établir une vérité. C'est quand même quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant, tu vois. Dans quel état d'esprit t'es quand t'écris ? Bah, tu l'as bien décrit, c'est un moment de puissance, mais cette puissance-là, elle vient du trou, de la nullité, de la négativité, du vide, de l'abysse. C'est un peu une sortie des égouts, quoi. Et donc, en effet, pour moi, c'est un territoire, le moment de l'écriture, c'est un territoire quand même de grande liberté, de grande indépendance. Et donc, c'est le moment où j'ai le plus confiance dans tout, en fait, parce que c'est le moment où tu peux redéfinir les choses. Donc, c'est le moment le plus lumineux, je pense. Tu ressens de la joie quand t'écris ? Ouais, je pense que... en tout cas, cet élan, il est nutritif, presque. La joie, c'est pas forcément une émotion qui m'est... comment dire ? C'est pas qu'elle m'est pas familière, mais... c'est pas ça qui va me pousser vers l'écriture ou c'est pas ça qui va m'amener vers la satisfaction. Pour moi, la satisfaction d'un bon vers, c'est justement, et tu l'as bien dit, quand j'ai l'impression d'avoir réussi à dire la vérité. Et là, je mets le poème de côté et voilà, ça peut prendre 10 minutes, parfois ça prend 3 ans, comme certains poèmes d'Antigone. Mais là, je me dis, ok, en tout cas, moi, j'ai fait mon taf et je peux mourir tranquille. La fin d'un bon poème, pour moi, c'est quand je me dis, là, si je meurs, c'est ok. Et c'est bien que tu parles d'Antigone parce que j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Tu réemploies vachement cette figure-là, ne serait-ce que même, tu as fait des œuvres plus contemporaines sur Personne ne protège Antigone. Tu réemploies toute cette imagerie-là et c'est un truc où je me pose vachement la question de qu'est-ce que ça te permet de faire. C'est quoi la fonction de cette entité dans ton geste, tu vois ? Ouais, je comprends ta question. En effet, donc Antigone, c'est un projet multimédia. Donc c'est un projet d'écriture qui est à l'état de manuscrit à l'heure où on se parle, de poésie. Et c'est aussi un ensemble de performances que j'ai co-mise en scène avec une comédienne qui s'appelle Nejma Berchiche, ainsi que des œuvres plastiques qui vont de la vidéo au texte imprimé à l'installation. Et tout ceci est né d'une envie de trouver une incarnation à certains sujets que je voulais aborder, et notamment l'inceste. Et donc Antigone, elle me permet de parler dans la langue de tout le monde, de quelque chose dont personne ne veut parler. Au sens où c'est une figure littéraire qui est quand même ancrée dans un certain continuum culturel qu'on a tous fréquenté de près ou de loin et qui a été reprise de multiples manières dans l'art, dans la littérature notamment et évidemment au théâtre. Et en fait, elle est apparue au moment où donc moi je cherchais un outil pour communiquer avec les gens sur un sujet tabou que personne n'aurait envie d'aborder. Donc à ce moment-là, j'ai relu Oedipe Roi et d'autres choses qui touchaient à cette mythologie. Et puis j'ai relu Antigone et là j'ai tiré la conclusion que aucun de ces livres ne parlait d'inceste. Donc d'un côté j'avais mon épouvantail, mon espèce de personnage dont je savais que si je disais Oedipe, les gens entendraient inceste, et à la fois j'avais pas... il y avait un trou littéraire à cet endroit-là. Et donc moi, je me suis engouffrée là-dedans. Donc la fonction d'Antigone, c'est vraiment d'incarner, de porter même, un fait de société, cette violence qui est pour moi vraiment dans les sols, dans la terre de notre société et qui se répand partout et dans toutes les familles et à tous les endroits de la construction de cette société. J'ai oublié le début de ma phrase, donc j'ai plus de ma syntaxe, mais en gros, Antigone, elle est
Elle a cette fonction-là politique, mais elle a aussi une fonction d'accompagnatrice. Enfin, là, j'ai vécu 5 ans, 4 ans avec elle, donc c'est aussi un peu une sœur. Enfin, je vois très bien comment elle est dans ma tête. Donc c'est un peu quelqu'un qui me tient par la main ou que je tiens par la main aussi. C'est un ami imaginaire, comme quand on était petit. C'est super comme réponse. Et ça rejoint tout à fait un truc que j'ai ressenti aussi en lisant tes textes. J'ai toujours la sensation que tu t'adresses à une forme d'extériorité. Il y a cette idée-là, et justement, du coup, Antigone comme pare-choc, on va dire, entre cet extérieur et cet intérieur, et que c'est toujours quelque chose de positif, l'idée d'aller vers l'extérieur, alors que, paradoxalement, ça parle vraiment de choses assez dures et assez tristes, enfin, en tout cas, on le ressent, tu vois. Comment est-ce que tu visualises ton travail à cet endroit-là ? Est-ce que tu l'espères comme une forme de solidarité ? Parce que des fois, on a l'impression que tu tends la main un petit peu, tu vois. Est-ce qu'à un endroit, ton travail a une place intérieure ? Est-ce qu'il ne peut exister que pour toi ? Alors, tu as tout à fait raison sur le fait que cet ensemble de textes, c'est un cri de ralliement. Ça a été écrit pour réunir autour de cette question, même pour imposer cette réunion. Quand j'ai fait des installations en galerie d'art autour de cette figure d'Antigone, c'était aussi pour confronter les gens. Et évidemment, c'est toujours dans une perspective qu'on se retrouve dans une possible discussion sur le remaniement de nos habitudes, de nos réflexes, et en l'occurrence, ceux qui touchent à la maltraitance des enfants, notamment. Et je suis très touchée que tu vois un extérieur dans mes poèmes, parce que c'est vrai qu'ils sont tous écrits à la première personne du singulier, donc ils sont assez... comment dire, la circonférence de ces poèmes n'est pas très large, quoi. Ils sont vraiment à l'endroit du corps, dans peut-être un périmètre de 20, je sais pas, 20 cm de diamètre, quoi, autour de soi. Mais si mon père il entend cette phrase avec ce calcul approximatif, je suis pas sûre qu'il soit très fier. Mais c'est pas grave. En tout cas, pour moi, le moment de l'intériorité, c'est le moment de l'écriture. Et ce que je cherche avec la poésie, c'est d'être plutôt au niveau de la peau, quoi. Donc c'est intérieur-extérieur. Et si j'arrive à trouver cette justesse-là, je suis contente. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, une de mes premières propositions au lycée, c'était sur les cicatrices, les marques sur le corps. Bon, je pense qu'on passe tous un peu par là dans notre chemin artistique, mais j'ai conçu une grande partie de mes textes, et pas que ceux d'Antigone, vraiment à ce niveau-là. Donc c'est toujours tourné vers l'extérieur. Ça a une ambition en ce sens politique. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse s'en servir comme on se servirait d'un manuel. Mais c'est intéressant parce que pour moi, au contraire, tu dis on est un peu tous passés par là. Le corps est un lieu qui est très absent de mon corpus, on va dire, que ce soit théorique ou même ma culture, tu vois. Et justement, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu tes textes, j'ai eu cette sensation presque que... C'est pour ça que je disais que c'était une forme de solidarité, parce qu'il y a une sorte d'absence s'il n'y a pas de lecture. Il y a une sorte d'absence s'il n'y a pas une reconnaissance, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est assez intéressant, et je trouve que, du coup, quand tu dis que tu recherches une forme de vérité, que tu as l'impression d'avoir dit la vérité, que tu es satisfaite de ce moment-là, j'ai l'impression, quand je te lis, du coup, que je me sens tout de suite impliqué dans la lecture, parce que je me sens aussi obligé de te dire oui, c'est vrai. Et du coup, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais comment est-ce que toi tu le vis ? Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu diriges vers les autres ? Qu'est-ce que ça dit aussi de ton rapport avec l'extérieur, quoi ? C'est super, ça veut dire que je suis très convaincante. En fait, je pense que ce qui pousse à la confrontation, c'est que j'aime bien produire des petits attentats. Alors, cette phrase n'est pas à prendre au sens littéral. Dans les jeux vidéo, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai que quand j'aborde des sujets
aussi important que celui de l'inceste, ça fait partie de ma démarche de vouloir positionner le lectorat très proche de moi et très proche de ces réalités-là, au point qu'on ne puisse pas vraiment s'en départir et qu'on soit incapable de détourner le regard. C'était vraiment tout le protocole derrière ma dernière installation. Tu parles beaucoup de solidarité, il y a l'impression que tu cherches à faire solidarité, mais pas que avec des femmes en vérité. Non. Il y a un truc vraiment d'extérieur, tu vois. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que moi, ça me questionnait de me dire, mais du coup... parce qu'en même temps, effectivement, c'est vraiment au niveau de la peau, mais en même temps, il y a quand même cette nécessité à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre. Ouais, à fond. Et d'ailleurs, ça, pour moi, c'est possible majoritairement si on lit mes textes dans sa propre tête. Ça m'arrive de les lire dans certains événements pour les présenter, mais je trouve que c'est pas très intéressant, personnellement. Je préfère que les gens lisent mes textes et qu'ils entendent leur voix dans leur tête les lire et qu'ils les fassent... que ces poèmes-là deviennent un peu les leurs, au point qu'ils sachent plus trop en fait, si c'est la voix dans leur tête ou la mienne. Et d'ailleurs, Antigone est construit comme ça, comme une sorte de chœur de voix. Ça, c'est aussi évidemment un truchement que j'ai piqué à l'Antiquité pour faire passer un peu la voix des autres dans celle d'Antigone. En fait, Antigone, elle est impure de ce point de vue-là. C'est qu'elle dit ce qu'elle pense, elle dit la vérité de ce qu'elle a vécu, mais elle est tellement imprégnée de tout ce qu'on lui a fait gober, d'informations, de préjugés, de conceptions, qu'elle les recrache. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette dimension, comme tu dis, extérieure, tournée vers l'autre. C'est parce qu'en fait, elle répète aussi... tout ce qui lui a lavé le cerveau, quoi. Et parce qu'on réfléchit tous à travers ce filtre multiple, quoi. Donc, en tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai conçu. Je sais pas si ça répond exactement à ta question, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a de ça, en tout cas. Il y a de ça, et puis il y a aussi, c'est vraiment cette idée d'un dispositif un peu narratif singulier, et je vois très bien ce que tu veux dire dans ce sens-là. Et je trouve que, un peu ironiquement, c'est la meilleure transition pour parler de l'industrie de la musique. De laquelle j'aimerais bien qu'on parle, puisque tu en as une connaissance, on va dire, singulière. C'est un excellent choix de vocabulaire. Et moi, peut-être que pour les gens qui écoutent ce podcast et qui ne te connaissent pas forcément, mais du coup, si tu veux nous dire un petit peu rapidement, comment est-ce que toi, tu as traversé ce milieu-là ? Et moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le moment de la rupture. C'est-à-dire, quel moment, quel affect tu as traversé qui ont fait ce moment, tu sais, ce petit moment où tu fais, en fait, pourquoi ? En fait, non. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois on ne peut mieux ce que tu veux dire. Alors, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que j'étais déjà dans les jupons de l'industrie de la musique au lycée, parce que j'avais des amis qui avaient formé un groupe de rock. J'avais d'autres amis du collège qui faisaient de la musique. Enfin, ça faisait partie de cette espèce de quotidien parisien que je fréquentais, que d'assister à des concerts de potes, quoi. J'ai été très impliquée dans ces aventures, au point d'écrire des paroles de chansons, au point de faire la communication sur les réseaux. Bon, évidemment, à cette époque, je pense pas que j'appelais ça comme ça. Et puis, c'était sur Facebook. Donc, c'était moins glamour que maintenant, mais c'est vrai que ça a commencé comme ça en première. Et puis, je faisais les photos, toute une panoplie de choses que j'improvisais. Et ensuite, j'ai mis pas mal de choses de côté pendant mes 2 premières années d'études, qui étaient assez intenses. Et après, il y a eu une espèce de... En fait, la musique, ça a toujours été un tsunami qui a emporté sur son chemin tout ce que j'aime. Donc, danser, la poésie, faire la fête, les moments de grâce où on a l'impression qu'on est sur Terre pour une raison. Enfin, pour moi, ça, c'est une des fonctions premières de la musique, c'est ces moments-là, quoi. Et donc, j'arrive en L3 à la fac, j'écris sur la musique. En M1, j'écris sur la musique. Et puis, on commence à m'appeler pour faire des trucs par rapport à la musique. Donc, je fais des piges sur la musique, je fais une programmation musicale en galerie d'art. Donc, on est déjà dans un foreshadowing de ce qui va se passer.
Et là, pour la faire courte, je commence à développer des activités à partir de 2018-2019, de rédactrice, de manager. Et puis plus tard, j'ai aussi produit de la musique et aussi organisé des événements, des formations, un peu touché à tout, comme beaucoup de freelance de l'industrie musicale de notre ère. Et la rupture, pour te répondre, a toujours déjà été là. J'ai des souvenirs très clairs d'être en train d'écrire des articles ou d'être en studio photo ou studio d'enregistrement et de me dire je peux pas. De me dire j'en peux plus. Enfin, je me sens inutile ou je comprends pas en quoi notre travail fait sens pour les artistes ou pour l'art. Je comprenais pas où ça allait parfois. La première fois que j'ai rencontré un manager, je me suis dit mais jamais je ferai ça de ma vie. Donc tout ça, on est en 2017, avant que je devienne manager, j'écrivais déjà, mais donc j'étais déjà dans la contradiction. Et donc cette contradiction m'a traversée de bout en bout, en tout cas a traversé mon parcours professionnel de bout en bout, et me traverse toujours. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai presque carrément mis de côté l'écriture journalistique parce que j'avais vraiment la sensation qu'on faisait soit de la publicité pour les artistes, soit qu'on n'apportait rien. Et donc, je me sentais... j'avais l'impression de perdre mon temps et de faire perdre leur temps aux artistes qui venaient pour qu'on discute et tout. Et cette aigreur que j'avais déjà, elle a été redoublée quand j'ai mis les mots sur le sexisme dans l'industrie musicale. Donc, j'avais déjà un rapport, une espèce d'amour vache avec mon ou mes métiers, mes activités. Et puis, à un moment, dans le temps, ça s'est vraiment joué dans l'année 2019, il y a beaucoup de lumières qui se sont éclairées et qui ont fini par afficher un grand SOS qui planait au-dessus de ma carrière. Et le moment de rupture le plus concret, ça a été un enchaînement vraiment dans un timing assez proche, mais il y a eu une crise d'angoisse que j'ai faite au bureau là où je travaillais, qui était ma première crise d'angoisse, en tout cas que j'avais identifiée, que mes collègues avaient identifiée, où là j'ai eu une espèce de trop-plein sur mon lieu de travail, que maintenant j'arrive à identifier, que j'arrive à déplier, comme on disait tout à l'heure, et je comprends très bien pourquoi c'est arrivé là et à ce moment-là. Et dans ce même temps, je venais d'apprendre qu'une connaissance d'un de mes collègues avait subi du harcèlement. J'avais pris contact avec elle parce que j'étais dans une espèce d'investigation. J'essayais de comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait autour de moi et ce qui se jouait pour moi. Donc c'est vraiment, le rideau est tombé en quelques mois. Et pour moi, ça a été extrêmement violent. Et quand j'ai eu cet échange avec cette femme merveilleuse par ailleurs, et que son témoignage a été ignoré par la boîte pour laquelle je travaillais, j'ai pris la décision de partir de cette boîte. Et donc, pour moi, c'était une réalisation... il y a eu le temps de la réalisation et puis le temps de l'action. Et pour moi, ce premier geste, c'était de partir, quoi. Donc, voilà, c'est un peu en escalier, mais 2019, c'était la rupture, en tout cas. Ok. Parce que du coup, tu parlais de Antigone qui t'avait suivi pendant très longtemps. Est-ce que tu as eu la sensation qu'il y avait déjà quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre... Parce que tu parles encore de la question de la vérité, il y a toujours ce truc-là en fond, mais je pense que c'est aussi dû à ton existence en tant que femme dans l'industrie de la musique, qui est une industrie qui ment beaucoup. Comment toi, tu l'as perçu Est-ce que tu es vraiment entré dedans quand tu parlais justement du début de ton parcours avec la conscience que c'était du mensonge, avec la conscience que ça allait être violent? Ou est-ce que justement, parce que tu disais que tu avais déjà des premières contradictions, est-ce que tu as eu la sensation d'identifier un affect aussi en toi qui s'est progressivement pris de plus en plus de place? Évidemment, tout est lié, donc non, moi je comprenais rien quand je suis arrivée, et on revient à cette question de la naïveté de tout à l'heure. Cette naïveté, c'est une naïveté c'était un vêtement utile pour moi tout au long de ma vie, ça l'est encore parce que ça m'a protégée, mais ça m'a aussi beaucoup mise en danger. D'abord, quand j'entre dans l'industrie de la musique, je ne connais rien. Mais alors, c'est l'impro totale.
Je sais même pas comment définir mon métier. Les gens ils disent journaliste, ils me disent pige. Moi, je ne comprends rien. Enfin, en fait, moi, j'étais la tête dans les bouquins. Donc, tout ce qui est business, les maisons d'édition, enfin... Bon, bref, et c'est même pas que je suis perdue, hein, c'est que je m'en fous. Enfin, tu vois, je flotte, je suis contente d'être là, je fais mes trucs. Je suis dans une espèce de vocation, de l'art pour l'art, tout va bien se passer. J'adore le rap, ça fait déjà 2 ans que j'écris sur le rap. Enfin bon, en fait, il y a cette espèce de flottement qui n'est pas que le mien, hein, qui est celui de la découverte dans beaucoup de milieux professionnels, y compris chez les journalistes ou je sais pas quoi, et qui est un outil de manipulation et de discrimination sur le lieu de travail extrêmement courant. Tout ceci m'amène à nouer des relations et à créer un environnement, à prendre des habitudes, un peu l'air de rien. Et évidemment, ça, je le fais comme ça parce que moi, j'ai un historique de violence dans ma vie qui fait que ça me paraît familier. Enfin, en fait, je retrouve ce que je connais déjà et je le questionne pas forcément. Ce qui peut-être m'a donné du recul, c'était peut-être des choses qui étaient plus de l'ordre artistique. Et ensuite, ça a été politique. Au début, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui me faisait prendre de la distance, c'est que je comprenais pas mon travail, j'y voyais pas de sens. Mais ça avait rien à voir avec les discriminations de genre ou même l'ensemble des violences dont on peut être le témoin dans l'industrie de la musique. Et puis, comme un puzzle, j'ai fini par tout mettre bout à bout. Et évidemment, je crois que c'était aussi ta question, c'était plus qu'une question d'affect. Enfin, toute personne qui a une vie professionnelle, à mon avis, peut voir à quel point une vie professionnelle ne veut rien dire. En fait, c'est une vie tout court et que c'est des gens auxquels on s'attache. C'est un décor qui fait partie de notre vie de tous les jours. Et donc, quand tout commence à se fissurer, c'est un choc, quoi. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'absurde, il y a quelque chose de l'ordre de ce décor qui était le tien, qui d'un coup s'effondre. Mais du coup, parce qu'on va commencer aussi à l'évoquer, mais après on va naviguer entre les sujets, donc on va y revenir. Maintenant aussi, tu t'as repris les études, tu travailles sur le lien entre l'art contemporain et le rap. Yes. Et quand tu m'as raconté ça, moi je me suis tout de suite un petit peu demandé qu'est-ce que ça voulait dire de vouloir se remettre à penser après ces passages-là. Est-ce que justement il y a eu ce mouvement-là de se dire on m'a lavé le cerveau, j'ai envie de le reprendre, de le récupérer, c'est mon outil en fait. Ou comment est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que cette intuition c'est la bonne ? Est-ce que tu as eu un autre chemin ? Non, le chemin vers la reprise d'études, il est en partie composé de cette réflexion, tout à fait, parce que l'industrie de la musique abrutit. Ça, pour moi, c'est très clair. Moi, je voulais principalement travailler sur la musique, donc sur les chansons, être en studio, fabriquer la musique, fabriquer le son, et puis le faire vivre en images, et puis faire entendre les voix des artistes, leurs discours, le mettre en scène, trouver les meilleures formes pour que tout ceci soit accessible pour le public. Et je me retrouve dans des nœuds, en effet, business, marketing, qui sont des moyens, mais pas des fins en soi pour moi. Donc ça m'a pesé à un moment où je me sentais devenir idiote. Et par ailleurs, l'inverse est aussi vrai. Donc on est toujours sur cette dialectique. Ouais, sur cette dialectique contradictoire de ce parcours professionnel qui est que il n'y avait pas de retour possible aux études sans le terrain. Et d'ailleurs même, il faut reprendre les choses dans l'autre sens, c'est que j'ai quitté les études 2 fois. J'ai fait 2 Master 2 pour la musique et pour être sur le terrain. Et je pense que je cherchais aussi, au-delà d'une légitimité théorique, mais je cherchais mon rapport avec cette pratique artistique. Je cherchais à le construire. Et c'est même pas que je voulais comprendre, c'est que j'avais besoin de comprendre pour pouvoir être capable d'en parler. Et je pense que c'est une chose très importante au regard des musiques rap, mais de beaucoup d'autres disciplines artistiques, qu'on ne peut pas écrire sur un tableau si on ne l'a pas vu en vrai, en fait. C'est sûr que j'ai repris les études parce qu'il y avait eu cette expérience du terrain. Donc c'est en dépit et parce que... Enfin, voilà. Oui, je vois très bien. Mais c'est intéressant parce que même dans l'entretien avec Mosaïque,
tu abordes ce truc-là en disant un truc que moi je trouve très beau. Tu parles de ce que la lutte a fait de toi. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que tu as la sensation que ce que tu as traversé, enfin voilà, dans ce que tu as traversé et dans la suite de ce que je veux dire, c'est évident, mais peut-être pour la deuxième, c'est plus pertinent. Est-ce que tu as l'impression que ça a aussi modifié donc ton écriture, ça me paraît évident, mais ton travail artistique, est-ce que c'est devenu aussi une méthode artistique pour toi de lutter pour comprendre ce que tu fais? Alors, ce que je peux dire, et c'est ce que j'avais commencé à raconter tout à l'heure, c'est que le moment où je comprends ce qui est en jeu dans la musique de violence pour les personnes minorisées, c'est le moment où je le comprends tout court. C'est pas que la musique en fait, c'est toute ma vie qui, à un moment, prend une autre couleur. Donc en fait, pour le dire autrement, c'est la violence du monde professionnel qui me renseigne sur ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et qui me pousse à enquêter sur ma propre vie d'abord, mais aussi sur évidemment ce que je vois tous les jours, le milieu que je fréquente, etc. C'est sûr que la violence des hommes, elle s'est affichée à moi, mais tellement clairement dans la musique, que ça m'a aussi permis de reposer un cadre et des mots dans mon travail artistique, et ça a eu un impact sur tout. Et je dis ça vraiment au sens très large, parce qu'en fait, quand la musique que j'écoute, qui me nourrit artistiquement, change de goût, ça change mon rapport à l'art, ça me dérobe de ma naïveté. Donc en fait, il y a un peu tout qui est en bascule. Et comme j'essaye d'écrire de la poésie qui est dans ma vie, qui n'est pas une espèce de fiction, et d'ailleurs je ne sais pas faire de fiction, enfin j'ai essayé, c'est pas possible. Donc voilà, donc forcément l'un et l'autre se répondent et se nourrissent. Et ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle a alimenté ma pratique artistique. Mais c'est bien parce que du coup qu'on revienne là-dessus, ça me permet de rajouter une question que j'ai oubliée tout à l'heure. Est-ce que tu as la sensation que ta poésie, elle a une complémentarité avec la musique? Est-ce que la donnée de la musicalité, c'est une donnée importante dans ton écriture? Est-ce que voilà, qu'est-ce que t'en penses? Merci de poser cette question parce que oui, c'est très important pour moi. Alors, je sais pas si je suis très bonne en musique en soi, mais j'écris en comptant le rythme, en tout cas en essayant dans les phrasés de construire une mélodie. Alors, c'est peut-être des mélodies qui sont bancales ou abîmées, mais en tout cas, il n'y a pas un vers qui se finit si j'ai pas l'impression que ça tombe sur la bonne note au sens auquel moi je l'entends. Alors, j'aime pas les rimes spécialement de manière générale, mais j'aime bien les rimes visuelles, j'aime bien voir qu'il y a des choses qui se répètent. Donc, il y a beaucoup de choses qui me lient à la musique dans mon écriture. J'aime bien les refrains, j'aime bien les ritournelles. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours eu ce rapport-là à la musique, qui est le rapport des mots. Et puis, ouais, non, ça alimente tout à fait mon rapport à la poésie que je consomme le plus. Les pratiques d'écriture que je consomme le plus et qui font le plus partie de ma vie sont des pratiques musicales. Donc c'est dans la musique, quoi. Enfin, c'est dans le rap, c'est dans la pop. J'écoute plus de musique que je ne lis de poésie, et encore plus que de romans que je ne lis jamais. Mais est-ce que pour toi, la poésie comble quelque chose que la musique ne réussit pas à faire? Non, je dirais pas ça. Après, peut-être... non. En fait, pour moi, la poésie, elle est... Bon, déjà, moi, dans mon histoire personnelle, la poésie, elle est première. Je pense que c'était un élan qui était déjà là. Et pour moi, c'est deux moments de ma vie différents. Et d'ailleurs, comme j'ai pas de pratique artistique de la musique, enfin, je peux... Évidemment, j'ai une activité de directrice artistique, je peux être en studio, je peux diriger certaines choses, je peux commenter certaines choses, je peux donner mon avis sur certaines choses, mais c'est pas le même organe, quoi. Ok, c'est intéressant. Ok. C'est bien que tu évoques aussi ton travail de direction artistique parce que je trouve que, c'est pas un secret, hein, le vocable DA est un des mots les plus employés actuellement, et du coup il peut y avoir peut-être une petite perte de sens. Comment est-ce que toi tu formalises, on va dire, ce rôle-là? Qu'est-ce que c'est ton éthique de DA, tu vois?
Tu as tout à fait raison. C'est difficile aujourd'hui d'avoir l'impression qu'on va réussir à entamer une collaboration à partir de ce mot-là. En France, c'est un métier qui existe peu ou prou, quoi. C'est un peu compliqué. Et puis, je pense que de toute façon, évidemment, là, je parle de l'image et pas de la musique, et ni du graphisme, en fait. Bon, voilà, on a compris, c'est un mot valise. Il y a beaucoup de professions qui l'utilisent. Moi, je fais de la direction artistique musicale, mais le cœur de mon travail aujourd'hui, c'est l'image. J'aime pas non plus dire l'image parce que ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui est figé. Quelque chose de l'ordre de la culture visuelle, peut-être. Oui, alors ça me chagrine aussi un peu la culture visuelle parce que ça voudrait dire qu'on se repose sur les images. Et donc, même si évidemment je travaille tout ce qui va être réseau, symbolique, etc. Mais donc pour revenir sur ce que tu disais, moi j'avais choisi d'utiliser un mot qui est plus général, qui est la direction créative. Mais c'est le même écueil. C'est un terme qui est utilisé dans la publicité beaucoup. Donc, bon, moi, c'est encore un espèce d'outil consensuel dont je vais me servir dans ma vie de tous les jours pour me faire comprendre, qui est trompeur puisque personne comprend. Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, en fait, ce que je fais, c'est de la recherche. Et ensuite, j'essaye de construire, si ce n'est une histoire, au moins une sorte de couche supplémentaire de sens à la musique. Enfin voilà, de créer une espèce de soupape, enfin que l'image soit comme un espèce de double de la musique qui, au-delà de raconter la même chose que la musique, va plus loin, approfondit certaines choses, met en exergue. Et accentue sa lisibilité aussi. Exactement, donc ça c'est très important. C'est pas forcément. Enfin, on peut aussi choisir de pas le faire hein, si on travaille dans les musiques hardcore ou noise ou expérimentale ou je ne sais quelle musique alternative. On peut aussi tout à fait se dire, en fait la lisibilité, fuck la lisibilité, tu vois. Moi je travaille plus dans les musiques pop et dans le rap, donc ça m'arrive peu souvent qu'on me demande de m'en battre les couilles de ce que les gens vont comprendre. Mais voilà, donc une fois qu'on a cette espèce de pseudo-narration, pseudo-double sens, ce que j'aime bien faire, c'est en effet créer une espèce de continuum visuel dont on peut tirer du sens et évidemment, comme tu viens de le dire, dans lequel les gens peuvent se projeter. Mais tout ça est bien compliqué à expliquer en une phrase quand on propose un devis. Donc, pour le moment, je parle la langue de la freelance parisienne. Mais c'est vrai que si on regarde plus précisément ce que je fais dans la vie, en fait, il y a quand même une vraie grande part de recherche et ce qui correspond à ce que je fais en reprenant mes études. Donc, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt dans l'entretien, il s'avère que tu as un projet de recherche sur les liens entre le rap et l'art contemporain. Peut-être que tu peux d'abord nous présenter ce qui t'intéresse, notamment dans ce sujet. Je crois que ce qui m'a amené à ça, c'est le fait que quand on écoute certains artistes, on a un peu envie de croquer dans leurs morceaux. On a un peu un truc... Tu vois, parfois, il y a des artistes qui écrivent de façon extrêmement palpable et dont les images prennent du relief, quoi. Et ça, c'est pas la même chose que d'illustrer une musique en faisant un clip, par exemple. Donc, cette nuance-là entre les images que créent les artistes et qui sont saillantes et qui, d'un coup, sortent des textes, sortent de la chanson et les processus de fabrique
d'images qu'on connaît déjà dans le marketing, dans la musique, pour faire la promotion de la musique, donc les clips, les pochettes, le merch et tout ça, c'est assez différent en fait et ça m'intéressait. Puis moi, j'ai fait des études en partie d'histoire de l'art et donc dans mes explorations de touriste de l'art, comme je peux l'être, j'ai assez vite croisé des œuvres qui parlaient de cette musique que j'aime, d'une manière ou d'une autre. Et là, j'y ai vu l'incarnation d'un débat sans fin, les anciens contre les modernes, le savant contre le populaire et tout ça, mais qui est un débat que je prends pas du tout à la légère et qui est aussi au fondement de ma relation avec le rap en tant que personne blanche, bourgeoise, qui fréquente une musique issue des quartiers populaires, en l'occurrence des États-Unis, etc. Et donc, tout ce qui était de l'ordre de cette friction m'intéressait. Ce qui m'intéressait aussi, c'était la façon dont on fait de l'art aujourd'hui, avec quels moyens et comment on peut décider ou subir le fait de produire soi-même sa pratique. Et là, j'y voyais beaucoup de liens entre le monde de la création artistique hip-hop et celui de certains artistes contemporains. Donc en fait, il y avait un faisceau de phénomènes que j'observais, dont j'ai fait un projet qui a duré 2-3 ans, qui s'appelait Borap, qui était une espèce de plateforme que j'avais créée où je faisais du commentaire d'images, donc soit des œuvres d'art, soit des œuvres musicales que je croisais entre elles. Puis j'ai trouvé que c'était pas suffisant pour que toutes les personnes qui sont proches de ces matériaux-là puissent s'y projeter. Donc j'ai créé un workshop, on a fait une première session à l'époque en 2019, je crois, ou 2020, je sais plus, avec un artiste contemporain qui s'appelle Nicolas Doban au Palais de Tokyo. Et puis il y a eu le Covid, et puis j'ai mis de côté ce projet, qui ne m'a pas quitté depuis, puisque je lui ai donné une autre forme aujourd'hui, donc 8 ans plus tard. Et j'ai l'impression que ce travail-là, il se croise aussi avec la manière que tu as de aussi travailler en tant que directrice créative. Parce que tu as cette formule dans ce que tu m'as transmis qui est de dire « Voir le rap ne se limite pas à l'observer sur les parois des trains et les murs de la ville ». Ça m'a posé la question, est-ce que ce projet, il est né aussi de cette volonté dans ton travail de voir le rap ? Tu vois, c'est cette volonté visuelle. Alors, oui, tout à fait. Je crois que cette formule, elle est aussi liée au fait que on retire aux artistes contemporains, aux plasticiens, plasticiennes qui travaillent la matière rap, leur sujet. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand on pense graffiti, quand on pense tableau sur lequel on a fait de l'aérographe, quand on pense breakdance, on pense art. Mais pourquoi, quand on regarde certaines œuvres d'artistes contemporains émérites qui se réfèrent à la culture hip-hop, voire se réfèrent à des artistes du rap, voire les citent complètement, c'est passé sous silence. Et là, ça pose la question du poids de l'institution, du poids du commentaire critique et de comment on va faire exister ces œuvres dans nos espaces théoriques et de pensée et de comment ils vont intégrer une certaine culture. Et en l'occurrence, comme on leur nie leur référence à cette culture ex-culture underground et culture ultra populaire, on leur retire un public, quoi. Enfin, pour moi en tout cas. Donc, cette question du train tagué qu'on voit et sur lequel qu'on peut observer en se disant, ça c'est une œuvre d'art hip-hop, c'est très intéressant, mais je trouve qu'on n'a pas assez regardé certaines autres œuvres qui, sans se revendiquer de ce mouvement, s'y inscrivent de près ou de loin. Et donc, avec nos yeux, on passe à côté d'un faisceau de références. Ou en tout cas, c'est comme si quand on entrait dans la galerie d'art, on enlevait toutes nos références hip-hop, quoi. Donc, pour moi, c'est pas possible. Enfin,
Et c'est ce que je faisais avec mon projet précédent, c'était justement d'aborder les œuvres d'art avec mes références musicales. Donc, il y a une partie, selon moi, de la culture visuelle hip-hop qui n'est pas traitée ni d'un point de vue critique, ni d'un point de vue théorique, ni même historique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'écrit pas dessus, donc c'est une histoire de la culture visuelle qui n'existe pas encore. Et t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui obstrue cette vision-là ? Qu'il y a quelque chose qui fait écran, qui est de l'ordre... Comment est-ce que toi tu le nommes, ce truc-là ? Bien sûr, ce qui fait écran, c'est les murs blancs de la galerie. Et tout l'apparat de l'art contemporain et du marché de l'art, où en fait, il est possible d'exploiter cette culture. Je ne parle pas des artistes, je parle de ceux qui en tirent un profit financier ou symbolique, sans la citer, sans la nommer, sans remettre à elle. C'est aussi pour ça que j'ai entamé ce travail, c'est pour regarder d'abord si, en effet, il y a cette obstruction, que je pense être là parce qu'on oublie qu'un étudiant des Beaux-Arts aujourd'hui, il est dans son atelier, il écoute Jul. Et ça pose d'autres questions. Ça pose d'autres questions parce que ça pose des questions d'appropriation culturelle aussi dans un autre sens. Mais en tout cas, je pense que la critique d'art, au-delà en fait, c'est en deçà de l'obstruction. La critique d'art n'a pas cette culture. Et donc, là passe sous silence, par absence de connaissance, quoi. Mais c'est super parce que du coup, moi, il y a cette question, du coup, de comment est-ce que toi, tu vas t'approcher de ce champ-là ? Surtout face à un objet comme le rap, on va dire, qui résiste à sa théorisation, qui résiste au regard qu'on lui porte aussi, en fait, des fois, qui refuse le fait de le mettre en mots, le fait de le théoriser. Comment est-ce que toi, du coup, t'arrives dans ce truc-là et quelles sont les précautions que tu prends ? Quelle est l'attitude que tu prends vis-à-vis de cette pratique ? Je pense que, et ça c'est toujours la boucle qui se boucle, mais je pense que ma manière de marcher sur des œufs, c'est d'être passée par le terrain. Ça veut dire que j'écris sur les relations imagées entre le hip-hop et l'art contemporain, mais aussi parce que j'ai vu ce que c'est que de fabriquer des images depuis le studio d'enregistrement. Donc, je pense que ça me permet de ne pas écrire, par exemple, sur l'espace du musée ou de la galerie d'art, en oubliant tous les espaces qui ont été traversés par les références utilisées auparavant. Oui, tu as toute la trajectoire qui se resitue en fait dans ton écrit. En tout cas, moi, j'arrive à la visualiser, cette trajectoire. Je pense n'importe qui pourrait être capable de la retracer et d'ailleurs de faire parfaitement ce que j'essaye de faire. Mais c'est vrai qu'il y a cette première précaution, comme tu disais, qui est de l'ordre de mon positionnement, qui est celui d'avoir été sur le terrain. Ensuite, il y a une espèce d'anti-idéalisation que j'essaie de pratiquer, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une trajectoire de l'art contemporain qui emprunte à cette culture, mais on est aussi, aujourd'hui, je pense, à un endroit très intéressant du rap, et depuis un moment, où celui-ci emprunte aussi à l'art contemporain, parce qu'il emprunte à certains codes, en fait, d'une élite culturelle, financière, capitaliste. Et là, il y a une espèce de redondance bling-bling de l'un à l'autre qui fait qu'il faut avoir une certaine nuance quand même en se disant que c'est pas simplement le grand méchant loup du marché de l'art qui vient piller une culture, mais il y a aussi une porosité du rap avec le matérialisme et le capitalisme qui le rend empruntable et qui en fait une matière très intéressante pour le discours dans l'art, quoi. Très bien, ça m'a directement amené à une autre question qui est celle de comment du coup toi tu appréhendes de travailler au contact du musée. C'est-à-dire qu'il y a aussi le lieu de l'appropriation, le lieu du vol, le lieu de... C'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est... Comment est-ce que toi, du coup, tu te prépares pour entrer dans ce lieu-là, quoi ? Alors, je pense que même avant le musée, là, pour ce qui me concerne actuellement, il y a l'université.
C'est intéressant de revenir à l'université 6 ans plus tard, et même plus quand on pense au moment où j'avais vraiment clos mes études. Parce que même si j'étais partie et que j'avais arrêté d'écrire sur le rap à l'université pour ces raisons-là, quand j'y reviens, ça me frappe toujours autant, quoi. Donc je le sais, parce que j'étudiais déjà le rap en 2015-2016, l'année de mon master. C'était déjà retors d'avoir ces discussions-là avec les universitaires. Mais de reprendre le travail dans cet espace un peu étriqué que la fac nous donne, c'est intéressant. Voilà, je dirais ça. Et donc, derrière, la dynamique avec le musée, en fait, pour le moment, c'est pas exactement la même que celle que je travaille. En fait, là, pour le moment, je travaille plus sur des artistes qui ont évolué dans des espaces d'art privés, donc plutôt des galeries d'art. Et ce qui est intéressant pour moi avec l'institution muséale, c'est plutôt leur façon d'historiciser le hip-hop. Et là, d'un point de vue du rapport de force entre l'institution et une culture comme celle du hip-hop, ça devient assez crucial. Mais c'est pas exactement le même sujet que celui des galeries d'art. Il y en a un qui est plus de l'ordre de quelle histoire on choisit de raconter et quelle histoire va être patrimonialisée ici et laquelle ne va pas être patrimonialisée et laquelle va être Sous silence, ouais. mise sous silence et réduite ou morcelée ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, c'est davantage des questions esthétiques de qu'est-ce qui plastiquement va séduire une élite aujourd'hui et en quoi ces attributs-là sont tirés d'une culture qu'ils ne maîtrisent pas, qui peut leur paraître exotique. Voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir finir, mais du coup, j'ai juste ce dernier truc-là sur le fait d'imaginer un monde d'après. Pour toi, si genre là on devait faire s'il y avait un vortex maintenant, et tu peux choisir les premiers trucs qui changent dans le truc d'après, mais c'est peut-être dans des formes, on va dire, tu vois, dans la structure, on va dire, qui change les mécaniques, on va dire. Qu'est-ce qui, toi, te paraîtrait judicieux de mettre en avant dans cette chose-là, dans l'industrie, par exemple? Je serais très curieuse de voir comment on pourrait faire de la musique publique, une musique qui est plus souvent financée par les services publics. Alors, n'y voyez pas là une intention d'institutionnaliser la musique ou de me reposer sur les financements de Macron, hein, mais... Non, ça, c'est la mienne. Mais peut-être... Voilà, si c'est la mairie qui finance les studios d'enregistrement, qu'est-ce qui se passe ? Ça serait intéressant. Ou alors, vraiment de voir davantage le modèle d'artiste run space de l'art contemporain repris dans la musique, c'est-à-dire vraiment d'avoir des lieux de la culture qui sont tenus par les artistes. Et donc, évidemment... y en a déjà des collectifs de rap qui s'autoproduisent, mais ça reste du privé, c'est pas forcément tourné vers l'autre, vers les jeunes recrues. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'un point de vue du collectif, de la collaboration, que je trouve être une piste intéressante. Et puis, j'aimerais bien que d'une manière ou d'une autre, on arrive à renverser un peu le scénario avilissant là, des carrières actuelles où, en gros, à partir de 30 ans, on commence à imaginer que c'est pas possible de faire carrière et donc on a tellement de femmes artistes qui ne signent pas en maison de disques qu'après 35, 40, 50 ans. Donc peut-être revoir des modèles de transmission ou des façons de prolonger les carrières. Ou alors, et là, dans un truc utopique, dystopique, j'aimerais bien penser aussi à revenir à... et alors là, c'est le comble, parce que ça me met au chômage, mais un au-delà de l'image dans la musique. Parce qu'en fait, c'est aussi l'image qui condamne à l'agisme, au sexisme, en tout cas, si ce n'est qu'il le condamne, ça va sans dire qu'on a notre pouvoir d'émancipation et qu'on peut tordre le cou à ces choses-là, mais... c'est quand même un piège qui est bien ficelé et qui nous est tendu depuis que la musique s'est industrialisée.
Et ça m'intéresserait de voir une espèce de dystopie où tous les disques, c'est juste le CD, quoi. Et en fait, ce serait quoi la musique à nouveau quand c'est juste de la musique ? Voilà, on n'est pas obligé de tous faire du John Cage ou j'en sais rien, mais d'aller au bout de ce truc et de faire 3 minutes de morceaux de silence ou je ne sais quoi. Mais ouais, en fait, je serais curieuse de voir comment on peut se défaire de toutes ces manies qui nous pourrissent la vie, en fait. Même si moi, c'est aussi ma vie de tous les jours et que j'adore mon métier, mais je vois aussi les travers que, en tout cas, ces exigences-là promotionnelles portent, quoi. Je suis Donc, grave d'accord, voilà. c'est un truc que je partage grave sur... moi, je suis vraiment arrivé avec la naïveté aussi, de me dire on va parler de musique dans l'industrie et tout, et de Bien voir sûr. à quel point tout ne parle jamais de musique. C'est le dernier truc dont on parle, et je suis assez d'accord, ce serait intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Trop bien. Prends des notes et ferme ta gueule, c'est comme ça que j'apprends le mieux. Je te parle avec mes yeux, c'est comme ça que j'atteins le 1000. J'ai grandi sans daron comme Simba avec Télémac. Je rassure ma mère, rien pourra m'empêcher de monter les marches. Mais je suis pas télépathe, je voulais juste épater les potes. Rapper c'est facile comme égoutter les pattes. Pour les faf, je suis détestable. Y'en a pas deux comme moi dans l'univers, rien dans le télescope. J'aime pas gratter les miens, je voudrais braquer la banque pour inviter les miens. Entrée plat dessert, Dijon, dans l'entrée quelques Nike. J'ai pas géré la maille, on le fera toute la night. Si tu veux on s'enferme 10 jours. Écrasement de tête comme en 2009. Je veux que les cool kids m'écoutent comme Kid Cudi en 2000.